Merci mille fois pour votre amitié, votre affection. Je dois dire que j'étais assez inquiet compte tenu du combat électoral que nous avions mené. Euh, mais c'est vrai que, comme le disait Fred, c'est assez exceptionnel parce qu'on a traversé tous les déserts, toutes les difficultés. Je ne vais pas les retracer depuis 2007, mais au bout du compte, on est ensemble. Et comme je vous le disais hier, je suis intimement convaincu qu'on est dans une période une période charnière. Il nous manque des militants. C'est vrai que ce n'est pas la période. Mais au bout du compte, si chacune et chacun d'entre nous faisait un petit effort, on pourrait ramener des compatriotes qui ont envie de participer à la vie politique. En fait, les gens, la plupart du temps, n'osent pas franchir la porte d'un parti politique parce qu'ils ont le sentiment que c'est le début de l'embrigadement, une espèce de colonisation mentale. Et je suis convaincu que si on prenait la peine de faire l'effort, non pas de faire des cartes pour des cartes, mais de faire l'effort de faire venir des compatriotes, en disant, venez avec nous, vous allez voir. Je suis convaincu qu'on arriverait à retrouver des effectifs significatifs. J'ai vécu ça en tant que président de région où un jeune est venu me voir un jour, Gauthier Le Nôtre, Thomas s'en souvient, en me disant Hubert, voilà, je voudrais essayer, je trouve que ce que vous faites est formidable, j'ai jamais fait de politique de ma vie, et je voudrais faire un mouvement qui s'appellerait les jeunes conquérants. Eh bien, nous avons eu durant la campagne, chers amis, une cinquantaine de jeunes, tous bien faits, avec une bonne tête, capables de s'engager politiquement, qui ont largement participé à l'organisation et à la vie de la campagne électorale. Ils ont même rédigé un document sur leurs propositions qu'ils ont payé avec leurs propres deniers, qu'ils ont présenté aux Normands. Et donc, en clair, ils nous ont montré qu'une cinquantaine de jeunes qui, jusqu'alors, n'avaient eu aucun engagement politique, participaient, au bout du compte, à la campagne des régionales et à la vie de la politique régionale. Et donc, je suis convaincu que cet exemple-là, on peut l'avoir dans toutes nos régions si on veut bien en prendre la peine de cela. Nous avons beaucoup d'élus au bout du compte, puisque vous l'êtes quasiment tous qui êtes dans la salle. Des élus qui parfois oublient, je le disais hier, qu'ils doivent aussi une partie de leur vie politique, bien sûr, à leur propre talent, mais aussi au fait qu'ils appartiennent à un parti politique. On aurait aimé qu'ils fassent l'effort d'être tous là aujourd'hui. Je pense notamment aux conseillers régionaux. Mais nous avons en quelque sorte encore le tissu nous permettant de rebondir. Et je pense que l'année prochaine peut être un moment de rebond. Je trouve qu'on est assez dans la même situation que le MoDem de la fin de l'avant Macron. Tout le monde, peu de personnes auraient parié sur l'avenir du MoDem à ce moment-là. Et au bout du compte, ils ont été dans une majorité présidentielle qui leur a permis d'avoir un groupe parlementaire significatif, de repeser dans la vie politique. Et c'est ça l'objectif que je me fixe. Nous avons eu hier une commission d'investiture qui était extrêmement intéressante parce qu'on a constaté qu'on avait des femmes et des hommes qui avaient du talent pour pouvoir porter un message politique l'année prochaine. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse cet effort, c'est ingrat. Ça veut dire nous déplacer auprès de vous pour en quelque sorte vous installer. Ça veut dire prendre le temps d'une expression politique. Ce qu'évoque Charles sur les dépenses publiques est un thème qui parle aux Français au bout du compte. Et donc, en clair, nous afficher sur un certain nombre de sujets. Je pense que celui, par exemple, de la dépense publique et du retour à l'équilibre des comptes, ou tout du moins un certain équilibre des comptes, pourrait être un des messages politiques importants que nous pourrions porter, parce qu'au bout du compte, il n'est porté par personne, par absolument personne. Et donc, Charles, si tu pouvais nous faire un point très précis sur la situation, tout en démontrant qu'en dépensant énormément, on a en effet moins de magistrats que les autres, on a une criminalité plus forte que les autres. Je lisais hier un papier d'Alain Bauer, que personne ne peut contester, expliquant qu'en matière d'homicide, nous avions le plus grand nombre d'homicides en Europe. Et pourtant, on a la dépense publique la plus élevée du monde. Et là où on devrait être, on n'y est même pas. Et donc, ce serait vraiment un bon travail et un travail intelligent, comme ce serait utile et intelligent que nous puissions
bâtir une vraie réflexion universitaire, un travail universitaire sur le bilan et le passif en matière d'atteinte aux libertés des dernières années. Ça aussi, ce serait un travail intéressant que nous pourrions mener. Bref, ce que je voudrais que nous réussissions, et je ne le dis pas pour moi parce que je n'ai plus aucune ambition politique nationale au sens de rentrer dans un gouvernement. Je voudrais que nous profitions de cette période si singulière pour faire en sorte que l'année prochaine au Parlement, nous comptions, que certains d'entre nous, puisque nous comptons, puissent éventuellement rentrer dans l'action gouvernementale si nous sommes majoritaires, et que nous puissions réellement rebâtir cette force de centre-droit que nous avons connue si puissante, si belle, il y a encore pas si longtemps que ça. C'est l'objectif que je me fixe, et que je me fixe de façon totalement désintéressée. Donc, mes chers amis, voilà la feuille de route de nos 6 prochains mois, faire lever une génération nouvelle qui, comme nous, aimera notre famille et aura envie d'y participer. Donc, merci pour votre confiance, elle, mes chers, et puis voilà, on a fait tout ça ensemble, et c'est content, et c'est bien que nous puissions se dire que cette histoire n'est pas terminée. Deuxième chose, parce qu'on me dit qu'il y a un départ pour l'avion à 12h30 pour un certain nombre d'entre vous. Deuxième point, sur le fond, je voudrais simplement aborder quelques sujets. Le premier, nous avons largement décrit la question autour du projet qui était le nôtre à travers les quelques mots de cette tribune et de cette motion qui sont intéressés, qui sont, je crois, l'architecture de ce qu'on doit bâtir. La première chose, c'est en effet affirmer l'idée que le redressement du pays, je ne veux pas être long là-dessus, passera sur une nouvelle réorganisation des pouvoirs publics. Je ne suis pas sûr, Thomas, que ce soit le grand soir entre départements, régions et communes. Je pense qu'il faut bâtir un modèle au titre de la subsidiarité. Il faut le bâtir avec l'idée qu'on n'accorde pas des libertés locales, mais que ce sont les libertés locales qui sont le fondement de notre construction collective. Ça n'est pas simplement un État qui condescend d'accorder quelques pouvoirs. C'est un modèle qui croit et qui fait confiance aux pouvoirs locaux. Et je le dis, ça n'est pas simplement au nom de l'efficacité de l'action publique, de l'expérimentation, de l'innovation, du manche du marteau qui est plus court et donc qui rend l'action plus facile. C'est d'abord une question de démocratie. C'est une question de démocratie participative. Moi, je ne crois absolument pas au comité consultatif de gens tirés au sort. Parce que la difficulté de l'exercice politique, c'est de concilier des contraires. Quand on dit à 30, 50, 100 citoyens, vous allez vous occuper d'un sujet, ils deviennent complètement autocentrés sur le sujet. Mais ils oublient qu'il y a le reste du monde. Ce n'est pas parce qu'on fait un comité de citoyens ou une commission consultative sur l'environnement qu'on doit oublier qu'il y a des chauffeurs poids lourds, pour faire simple. Et qu'il y a des activités économiques qui doivent encore exister dans notre pays. Et donc, au bout du compte, la difficulté de la politique, c'est concilier des intérêts contraires, c'est concilier des chemins contraires et faire en sorte qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve. Mais surtout, la question de la décentralisation, c'est celle de la participation de nos compatriotes à la décision. Nous sommes tous des élus locaux, nous savons tous à quel point nous portons des projets à partir de la consultation, de la participation. La co-construction, c'est notre modèle. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut imaginer que des compatriotes puissent en quelque sorte donner la clé du pouvoir et dire pendant 5 ans après, ça ne me regarde plus. Et en réalité, l'élection présidentielle conduit à ce chemin-là, parce qu'on concentre les mains et on concentre les pouvoirs dans les mains d'un homme, et pire encore, on concentre l'espoir dans un homme. Et donc, au bout du compte, on crée la déception. Et donc, la question, elle est, face à cette concentration liée à la Ve République, de bâtir un modèle qui, en quelque sorte, permette à nos compatriotes de ne pas se faire confisquer leur pouvoir par cette concentration dans les mains, mais au contraire du partage du pouvoir grâce à la décentralisation et grâce à l'autonomie locale. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est un enjeu démocratique.
Et il est plus encore un enjeu démocratique parce que, je vous rappelle, je l'ai entendu 100 fois dans la bouche de François Bayrou, mais c'est tellement vrai et plus encore vrai, c'est que ceux qui acceptent notre modèle, l'économie sociale de marché, ils ne sont pas plus de 50 à 60% en France. Entre l'extrême gauche, qui fait 15 à 20% à chaque élection, et l'extrême droite, vous avez 40% de nos concitoyens qui disent ce modèle-là, dégagez, on ne veut plus le voir. Et donc, si vous ne construisez pas un modèle dans lequel vous essayez d'amener tous les gens, ou le maximum de nos compatriotes, vers la transformation que vous souhaitez, ce qui impose de ne pas les prendre pour des enfants, parce que ce système de l'élection présidentielle, il infantilise, comme si en quelque sorte le pouvoir, on le transférait. Le pouvoir, il se délègue, mais la volonté, elle ne se transfère pas. Et donc, en clair, on a là, à travers la question de la décentralisation, un enjeu de démocratie, de liberté. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on doit d'abord et avant tout le présenter, si en même temps, bien entendu, il est facteur d'efficacité. Donc ça, ce point-là, il nous appartient, je crois, de le porter. J'évoque la question de l'éducation. Sur l'éducation, honnêtement, appelons ça comme vous voulez, le redressement ou non, mais quand même, qui peut se satisfaire de notre modèle? Dans un pays égalitariste comme le nôtre, qui a une école qui renforce les inégalités. Regardez le classement PISA, je le disais à la fête de la pomme. Le classement PISA, il dit quoi? On est moyen, médiocre. Mais, si vous regardez les choses plus précisément, nous sommes très très bons sur les meilleurs et nous sommes très très mauvais sur ceux qui sont le plus en difficulté. En clair, notre système conduit non pas à chercher à limiter au maximum les inégalités liées à la naissance et aux conditions de vie, mais au contraire renforce cela. Qui peut accepter cette idée-là? Qui peut supporter l'idée que l'école, qui est le premier moment où un enfant accède à la République, devienne facteur d'accroissement des inégalités? Ça devrait tous être un facteur de révolte pour nous. Il n'y a pas un Français qui devrait accepter cette histoire-là. Eh bien pourtant, ça fait des décennies qu'on supporte l'idée qu'il y ait de moins en moins d'enfants issus des milieux favorisés dans les grandes écoles de la République. Eh bien, c'est donc l'école qui redressera le pays. Il faut le dire comme ça. Alors c'est long, c'est vrai que c'est plus long que notre propre mandat, parce que c'est une génération. Mais c'est l'école qui permettra de lutter contre le communautarisme. C'est l'école qui permettra de lutter contre le séparatisme. C'est l'école qui permettra de bâtir des citoyens conscients. C'est l'école qui permettra de bâtir des citoyens ayant confiance dans la recherche, dans le progrès, dans la science, dans la rationalité. C'est l'école qui est capable de bâtir un modèle dans lequel nos compatriotes, notamment des classes moyennes, n'ont plus le sentiment du déclassement. Et donc, on a dans le tableau dressé par Charles, s'il y a bien un peu d'argent à mettre quelque part, c'est là. Mais ça ne passe pas simplement par le fait de mettre de l'argent. Ça passe aussi par la capacité d'innover, d'expérimenter. J'ai souvent eu des conversations avec Marc Foucault, que vous avez probablement connu, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui était le collaborateur de Gilles de Robien et qui connaît vraiment bien, et qui est à France Forum, dit Albert, donc tout va bien, qui connaît vraiment bien l'éducation et qui me dit, tu vois, c'est le système centralisé, la chape de plomb qui empêche l'initiative de la communauté éducative. Et moi, je l'ai vécu dans la région. J'ai lancé une chose qui s'appelle Lycée du futur. Donc en disant, on va vous financer dans le péripédagogique, dans le pédagogique des innovations. On a fait des groupes de travail, participation, démocratie. Et on a trouvé 6 thèmes et on a dit aux communautés éducatives des lycées de Normandie, faites, proposez-nous des choses. On a eu, mesdames et messieurs, 150 projets. Il y a 140 lycées en Normandie. Alors il y avait certains lycées qui avaient présenté plusieurs projets.
Mais ça prouve qu'il y avait des enseignants qui avaient envie de faire bouger les choses. C'était utiliser le digital comme nouvelle technique pédagogique, c'était aller vers l'entreprise, c'était aller vers la culture patrimoniale, etc. Peu importe les sujets, mais derrière ça, il y a besoin de bâtir un modèle dans lequel on donne de l'autonomie aux établissements, on leur permet l'innovation, l'expérimentation, où on permet à la communauté éducative d'appréhender la population dont elle aura la charge, ce qui impose bien entendu de donner la souplesse au système. Ça devrait être pour nous un second thème. Le troisième thème sur lequel nous devrions être, c'est le mérite. C'est la responsabilité individuelle. Qui de mieux que nous puissions parler de ces questions-là? Le mérite. Ça repasse par la revalorisation du travail qu'évoque souvent Charles. En plus, on en connaît la technique. C'est vrai qu'on a un système dingo. Quand vous pensez que nous donnions pour les bas salaires une prime qui est distribuée par la CAF, donc on paie des fonctionnaires pour donner du pouvoir d'achat à nos compatriotes parce qu'ils travaillent. Réfléchissez 2 secondes. Si on reprend notre motion et l'idée de bon sens, ça serait tellement plus simple de réduire les cotisations sociales pour que celui qui bosse puisse se dire c'est parce que je bosse, parce que je suis même plus sûr qu'au bout du compte, Charles, les gens savent qu'ils ont touché cette prime, c'est parce qu'ils travaillent. Je ne sais même pas exactement quelle est la confusion sur cette histoire-là. Mais en clair, cela impose que nous soyons bien entendu des libéraux dans l'initiative économique, mais qu'on s'adresse à ceux qui bossent. Nous sommes tous confrontés aujourd'hui dans la plupart de nos régions à quelque chose d'assez effrayant, c'est qu'une partie de la croissance et de la valeur ajoutée est impossible parce que nous n'avons plus ni les qualifications, ni la main-d'œuvre, ni les compétences. Ce n'est pas simplement propre aux départements ou aux zones où on est en situation de plein emploi, c'est même valable dans les zones où il y a encore des poches de chômage élevées. Ça impose de bâtir un modèle dans lequel l'orientation et l'information sur les métiers devient réellement profonde, parce que c'est ça le début de l'histoire, c'est permettre aux jeunes d'avoir une autre représentation des métiers, permettre aux familles d'avoir une autre représentation des métiers, et de leur dire que travailler dans l'industrie, on est mieux payé en souvent que dans les services et qu'on peut faire de vraies carrières. Et donc, ça impose de faire en sorte que les jeunes femmes aussi puissent se dire que ces métiers-là peuvent être les leurs. Et donc, on a cette question de l'orientation et de l'information, ça veut dire totalement abandonner un système totalement déconnant qui est le système d'information et d'orientation qui existe tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça impose aussi de faire en sorte qu'on puisse dire à nos compatriotes qu'en effet, une partie de la différence sera faite entre les revenus de solidarité et les revenus du travail. Mais ça impose aussi de dire, et c'est pourquoi moi je soutiendrai ça, Charles, si vous avez des débats au Parlement, l'idée qu'il nous faut un régime d'assurance chômage qui soit un peu plus rigoureux. On ne peut pas continuer à bâtir un modèle dans lequel, au bout du compte, vous voyez, moi j'ai fait cette expérience. On m'a dit l'indemnité des stagiaires, c'est-à-dire des gens qui partent en formation et qui sont demandeurs d'emploi, elle n'est pas assez élevée. Donc je l'ai montée à 750 €. C'est déjà beaucoup, 750 €, parce que quand on voit par rapport au SMIC, on commence à ne pas être si loin. On m'a dit, et ce qui est vrai, ce que j'avais en tête, on me dit, mais c'est compliqué pour tous les parents isolés, c'est-à-dire notamment pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants, parce que ça veut dire qu'il faut trouver un système de garde, de crèche, de transport. Donc j'ai pris en charge le transport. J'ai pris en charge la totalité du différentiel lié au fait qu'il faut mettre les enfants dans une crèche ou une garderie. Sauf que maintenant, je n'arrive pas à remplir mes formations. Ce qui veut dire qu'il faut que Pôle emploi, en effet, comme on le disait hier, je crois que c'était Loïc qui évoquait ce sujet, soit clairement transféré, non pas sur la partie indemnisation, mais sur la partie relation avec le chômeur aux régions. Et ça veut dire aussi qu'on mette nos compatriotes face à leurs responsabilités et que nous leur disions que travailler, ça n'a jamais tué personne. Et donc pour cela, ça impose de réviser le régime d'indemnité chômage, parce que le régime tel qu'il est bâti, tout de même, ne favorise pas le retour au travail aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet.
Dernier point que j'évoque rapidement, deux derniers points. La question de l'environnement. Hubert a raison de le dire, on est trop peu présent sur ces questions. On se fait dicter la loi par toute une série d'ayatollahs, de Khmer verts qui sont incroyables. Enfin, c'est quand même ahurissant. On finit par oublier que quand il y en a 10% qui votent pour eux, il y en a 90% qui ne votent pas pour eux. On oublie les mots totalitaristes qui sont les leurs et qui ont été dénoncés pour ceux qui sont devenus maires de communes, l'interdiction du rêve, pour ceux des aéroclubs, pour les enfants, enfin on a eu tout, le statut des armes, enfin souvenez-vous, le Tour de France, enfin voilà, en oubliant tout cela. Je disais ça dernièrement aux Verts qui m'attaquaient sur la volonté que nous avions de reprendre la RN12 pour en faire enfin une connexion convenable sur le sud de la Normandie. Et j'ai fini par dire aux Verts, mais vous vous rendez bien compte que si moi je fais voter les Alençonnais et les Ornais sur le sujet, j'ai 95% des gens qui votent pour. Et vous êtes en train de m'expliquer que je suis en train de construire une politique contraire aux intérêts de nos compatriotes. Mais vous oubliez l'essentiel de nos compatriotes quand vous évoquez ces sujets-là. Et donc il faut que nous reprenions la main. Et nous avons l'occasion de pouvoir reprendre la main. Nous avons l'occasion de reprendre la main dès lors qu'on s'exprime sur des sujets qui sont des sujets où on est en effet capable de porter l'idée du développement et d'un nouveau modèle de société plus respectueux de la protection de l'environnement et du réchauffement climatique. Je pense par exemple aux mobilités. Ces sujets-là, il faut les aborder sereinement, sérieusement. Et c'est un moyen d'aborder les sujets qui touchent nos compatriotes et qui les touchent plus encore quand aujourd'hui certains font le choix du retour à la province avec simplement 1 ou 2 jours par semaine à Paris, compte tenu aujourd'hui des accords collectifs autour du télétravail. Ça veut dire évoquer les énergies de demain. La Seine est un corridor exceptionnel en matière d'hydrogène, capable de porter des dizaines de milliards d'euros d'investissement, pour la plupart d'ailleurs du privé. Eh bien, évoquons ces sujets-là et n'ayons pas peur, je le dis, de continuer à affirmer notre soutien à l'énergie nucléaire. Car il n'y a pas de moyen sérieux au XXIe siècle que pour lutter contre le réchauffement climatique que de faire appel au nucléaire, qui est par ailleurs encore un des avantages comparatifs que nous pouvons avoir. Enfin, je termine sur un dernier point lié à l'actualité. J'ai la question des sous-marins, ou de l'Afghanistan d'ailleurs, sur un certain nombre de points. Mais celle des sous-marins démontre, en effet, à travers cette péripétie, si je puis dire, tout de même quelque chose, c'est que, nous ne sommes qu'une puissance moyenne, et que, deuxièmement, cette puissance moyenne est une puissance qui, malheureusement, chaque jour, s'affaiblit. Parce que la puissance de votre politique étrangère, elle est d'abord et avant tout liée à la situation intérieure de votre pays. Quand votre pays va bien, quand votre pays a des comptes équilibrés, quand votre pays n'est pas fracturé comme il l'est aujourd'hui, eh bien, il porte plus facilement une politique étrangère qui soit une politique étrangère audacieuse et écoutée. J'ai toujours été étonné quand j'étais au gouvernement de l'audace que nous pouvions avoir à donner des leçons à l'Europe entière quand les Européens nous regardaient avec toutes nos difficultés, notre chômage de masse, le déclin de notre compétitivité, notre balance commerciale déficitaire, etc. etc. Et donc, ce que moi je constate à travers ça, c'est que les États-Unis nous ont mis une claque absolument exceptionnelle. Mais vous aurez observé le silence européen. Il n'y a pas eu un pays européen qui s'est exprimé sur cette question-là. Et quand on évoque la question de l'Afghanistan, c'est tout de même, je ne vais pas être trop long parce qu'il est déjà 12h20, mais sur l'Afghanistan, quand j'entends sur des plateaux télé des femmes et des hommes dénoncer le départ américain, je vous rappelle que les premiers qui ont renoncé, ce sont les Européens, qui sont partis avant les Américains.
les Français étant partis dès 2013. Et je rappelle que quand on était en opération avec les Américains, nous avions, c'est un détail, mais c'est un détail qui a de l'importance, nous avions ce qu'on appelle des caveats, c'est-à-dire, sauf les Français, des réserves opérationnelles. C'est qu'en clair, on disait à nos militaires, surtout, ne vous engagez pas trop dans les combats. Et donc, en clair, les Américains nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans vos casernes ou vous allez sur le terrain? Bien. Et donc, en clair, on voit bien que sur chaque événement international, l'Europe est absente. Chaque événement international, l'Europe renonce. Et l'Europe continue à penser, notamment en matière de défense, que sa sécurité est assurée par les Américains. Ce que font les Australiens, c'est ce que font à leur façon, avec une autre écriture de l'histoire, les Polonais. Les Australiens ont peur de la Chine. Les Américains leur proposent des sous-marins à propulsion nucléaire, comme les Polonais achètent du matériel de défense américain parce qu'ils considèrent que leur sécurité est mieux assumée que par les Européens. Donc, en même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. Pas un Européen, je parle sous le contrôle de Nathalie, ne souhaite la construction de l'Europe de la défense sans qu'on l'imagine. Et donc, il faut que nous partions sur un modèle, je le crois, où on reconstruit l'Europe, et on reconstruit l'Europe notamment à partir d'un premier cercle de pays qui souhaitent s'engager et qui veulent aller vers plus d'intégration. Mais considérons que ça n'est pas forcément sur tous les sujets avec le même cercle. Parce que sur la défense, nous avons construit des formidables outils qui s'appellent la Brigade franco-allemande, le corps européen. Eh bien, je vous parie que vous n'êtes pas capable de me dire quand a été engagée pour la première et unique fois la Brigade franco-allemande. C'est au Kosovo, pour tout vous dire, et elle l'a été quelques mois. Donc, en clair, ne nous leurrons pas, on ne construira pas forcément l'Europe de demain avec les mêmes pays, mais il faut accepter l'idée de cercles concentriques différents à partir de sujets. Mais considérer qu'on va avancer tous ensemble avec les mêmes politiques, on se raconte des histoires. Et donc on a besoin, là aussi, et on ne pourra pas nous reprocher de ne pas être des Européens convaincus, c'est dans notre code génétique, mais de bâtir un modèle qui soit un modèle dans lequel on apporte une vision qui soit plus raisonnable. C'est facile d'aller faire le discours de l'Acropole. Au bout du compte, que reste-t-il du discours de l'Acropole d'Emmanuel Macron? Rien, parce que les Allemands nous ont dit clairement et simplement, ce n'est pas notre projet politique, et de toute façon, ce n'est pas la France qui va imposer son modèle à l'Europe tout entière. Donc, mesdames et messieurs, on a au moins 5 sujets sur lesquels nous devons être en capacité de pouvoir porter un nouveau modèle. Bref, au bout du compte, l'objectif que nous devons nous fixer, c'est continuer à être sur cette ligne politique, de vouloir porter une alternance, mais pas à n'importe quelle condition. C'est bâtir un projet et faire l'effort de développer quelques thématiques. J'en ai dressé quelques-unes, mais je pense que ce serait intelligent que nous soyons en capacité de faire l'effort de bâtir 5 ou 6 chapitres d'un projet politique. J'aime beaucoup l'idée, même si chacun ne partage pas le même soutien, j'aime beaucoup l'idée d'écrire les textes avant l'élection. Ce que propose Valérie, c'est une très bonne idée. Que les textes puissent être écrits et que les Français sachent exactement ce qui les attend, c'est gagner un temps précieux pour permettre ensuite une adoption rapide au Parlement et en Conseil des ministres. Et donc, en Conseil des ministres et au Parlement. Et donc, faisons cet effort-là. Je demande aux parlementaires autant que possible de faire l'effort d'aller faire quelques déplacements pour vous soutenir dans vos projets d'engagement politique dans les prochains mois. Et terminons cet exercice par l'idée, autant que possible, de participer aux primaires de demain. Il faut qu'elles soient ouvertes. Et nous aurons, si elles ne sont pas ouvertes, un débat à avoir entre nous, qui est de savoir comment nous nous positionnons. Est-ce que nous considérons que si elles ne sont pas ouvertes, ça n'est pas notre débat, ou est-ce qu'au contraire, on pose un certain nombre d'exigences? Je n'ai pas la réponse pour le moment, mais clairement, il faut qu'on n'ait qu'un seul candidat de notre famille politique, parce que s'il y a un seul candidat, compte tenu du contexte politique,
je ne suis pas convaincu qu'au bout du compte, on n'est pas... je suis même assez convaincu qu'on pourrait avoir une très belle surprise en 2022. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à la scène. Merci à Jean-Pierre Collin pour son organisation. Et vive à nous. Merci, Nick.